Salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Je m'appelle Xavier Colombani et cette semaine, avec mes chers collègues, nous allons parler de NBA et filer à l'ouest, là où on s'attendait tous, honnêtement, à une finale de conférence qui soit un derby de Los Angeles. D'un côté, les Lakers étaient les favoris de leur demi-finale de conférence face aux Houston Rockets. Ils en ont été dignes, avec une qualification sans souci, 4 victoires à 1. Les Clippers aussi étaient favoris face aux Nuggets et ils avaient d'ailleurs pris le bâton par le bon bout puisqu'ils menaient 3 victoires à 1, sauf qu'impossible n'est pas Denver. Nikola Jokic, Jamal Murray et consorts ont renversé la table comme au premier tour face à Utah, gagné 4-3 et renvoyé les Clippers à leur loose traditionnelle alors qu'ils avaient très clairement la meilleure équipe de leur histoire. Alors ça pose 2 questions. La première, est-ce qu'il faut tout remettre en cause côté Clippers ? La seconde, est-ce que Denver peut enchaîner et s'offrir les Lakers, qui sont les derniers favoris encore en lice, puisqu'à l'Est, Milwaukee a été surpris, giflé même par Miami, on en a déjà parlé la semaine dernière. Pour répondre à ces questions, j'ai le privilège d'être accompagné par Arnaud Lecomte, qui est dans les murs depuis très tôt ce matin, donc excusez-le aussi le bail. Bonjour Arnaud. Salut. Yann Onona, qui est aussi arrivé en avance, mais un peu plus tard et qui a l'air bien, là. Bonjour Yann. Salut Xavier, salut à tous. Et Maxime Mallet, qu'on ne voit jamais ou presque, mais il a une bonne raison puisqu'il habite à New York, le chanceux. Bonjour Max. Salut à tous. Allez, début du game. Alors le premier thème de ce step back, ce sera sur les Clippers, après leur élimination par les Nuggets, 4 victoires à 3. La question elle est simple, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand est-ce que ça a basculé selon vous ? Je me tourne direct vers toi Yann. Quand est-ce que ça a basculé ? Ça a basculé 3 fois, puisque les 3 matchs où ils ont perdu, ils ont mené de plus de 10 points. Notamment le 6e, je pense, qui a été le plus choquant, pour tout le monde, le plus étonnant, puisqu'ils ont mené de 19 points. Donc, je pense... gagné de 13. Oui, il y a un écart incroyable. Oui, ils ont perdu de 30 points la deuxième mi-temps. Donc ça a impressionné tout le monde. Alors, c'est facile de faire l'exégèse après, mais il y a quand même une réalité, c'est que pendant la saison, pour avoir vu les Clippers jouer un certain nombre de fois, on les a vus par flash en fait montrer le visage d'une équipe dominante, d'un candidat au titre qui était évident vu l'effectif qu'ils ont aligné, mais c'était un peu trop facile. Ils n'ont jamais été dans la difficulté, et puis Paul George et Kawhi Leonard n'ont jamais vraiment trop joué ensemble, ce qui fait qu'il y a manifestement un déficit collectif qui s'est insinué dans l'équipe petit à petit. Je pense qu'elle n'a jamais été mise en difficulté et testée, mise à l'épreuve. Et là, face à une équipe qui, au contraire, est basée sur le jeu collectif et sur l'énergie et la dynamique du moment, il y avait une faille et ils se sont engouffrés dedans et les Clippers n'ont pas su réagir. Par leur statut de favori de ce duel et peut-être un peu aussi pour le titre avec les Lakers, par le scénario de cette série, ça ressemble à un coup de tonnerre. Est-ce que ça a été vécu comme tel aux États-Unis, Max ? Ah oui, on n'avait pas vu un tel déferlement de moqueries et sur les réseaux sociaux depuis la défaite de Golden State en finale 2016 où ils avaient aussi caviardé un avantage de 3 victoires à 1. Donc voilà, c'est une équipe qui s'était construite là très vite, très fort et donc qui était très attendue. Et donc forcément, tout le monde les attendait au tournant et la manière en plus avec laquelle ils ont complètement implosé sur cette fin de série et notamment la fin du match 7 a fait que ça a énormément fait discuter et encore aujourd'hui ça discute pas mal sur comment on a pu en arriver là avec une équipe qui avait un tel effectif. C'est l'un des plus grands fiascos quand même de l'histoire récente de la NBA, cette implosion des Clippers dans cette série. On l'avait un peu vu venir, la première série face aux Dallas Mavericks, ils s'en étaient sortis... même si ils avaient eu pas mal de difficultés, on avait déjà décelé quand même des failles dans le collectif, ou en tout cas une absence de collectif à des moments importants qui pouvaient laisser craindre en effet ce qui s'est produit ensuite. Alors c'est facile encore une fois de refaire l'histoire aujourd'hui, mais c'est vrai que cette équipe-là, elle a jamais été capable collectivement de construire quelque chose de solide tout au long de la saison pour plein de raisons, notamment il y a eu pas mal de blessures aussi. Ils n'ont jamais vraiment été tous ensemble au même moment, en tout cas jamais très longtemps. Donc ça peut expliquer certaines choses. Et puis il y a des défauts probablement psychologiques que les Nuggets ont parfaitement su combler, qu'on su parfaitement appréhender et pour s'y glisser quoi. Pour revenir excuse-moi Xavier, sur les
sur les deux leaders supposés de l'équipe, je pense qu'on peut s'interroger entre Kawhi Leonard et Paul George. Je pense qu'il y a une question légitime, c'est est-ce que ce ne sont pas deux fois le même joueur, hein. C'est-à-dire, capable de carton en attaque, excellent défenseur, hein, parmi les meilleurs de toute la ligue, mais il a manqué d'un leader qui soit un leader plus vocal, plus présent dans certains moments. Là, sur les derniers matchs, c'était frappant, hein, de voir qu'ils jouaient l'un après l'autre et qu'en fait, il n'y a aucun qui, à un moment donné, comme un Marcus Smart, dont vous savez que j'aime beaucoup le travail dans ce podcast, qui à un moment donné prend tous les autres par les épaules et leur dit bon, voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'on doit faire et on reste ensemble. Là, j'ai pas vu de scène pareille en fait chez les Clippers. Donc tu vas dans le sens du journaliste de LA Times qui s'appelle Dan Woik. Quand je lisais son papier sur l'avenir des Clippers, la seule possibilité qu'il ouvre de nouveauté, c'est celle d'un meneur gestionnaire. Il dit c'est ça qui a manqué. En gros, c'est faire revenir Chris Paul, quoi. Mais ou quelqu'un du profil. T'es d'accord avec ça ou c'est au-delà de ça, c'est-à-dire pas un profil de jeu, mais plus un profil d'homme? En fait, moi, honnêtement, je pense qu'ils ont les ingrédients. En fait, hein. Aujourd'hui, on peut faire des retouches, mais là, c'est tellement pléthorique. Je veux dire, à tous les postes, il y a ce qu'il faut. En fait, je pense que c'est des questions d'ajustement. Et comme disait Arnaud, c'est plutôt psychologique. Là, c'est savoir mettre en musique. Donc forcément, la question de Doc Rivers va se poser, même si je pense que c'est difficile je sais pas, ça me paraît difficile de trouver beaucoup mieux que Doc Rivers qui est déjà passé par là, qui a connu tous les honneurs. Sauf que Doc Rivers, il a quand même vécu beaucoup de situations où son équipe a mené, où son équipe a été rattrapée, dépassée, puis battue. Il avait déjà vécu un 1-3 devenu 4-3, c'était face à Houston en 2015. Alors évidemment, il a pris pour lui, c'est un grand classique, hein, il a pris pour lui cette défaite. Certains lui ont reproché de ne pas savoir toujours s'adapter exactement comme il faut. On a été pris l'exemple notamment du fait que Jokic avait été trop souvent défendu par Harrell, peut-être pas assez par Zubac, alors que les statistiques vont pour... Bref, Max, je te pose la question, est-ce que Doc Rivers est coupable d'une certaine manière? Bah ouais, c'est même la 3e fois de sa carrière, hein. Il y a eu 13 équipes dans toute l'histoire de la NBA qui ont remonté un handicap de 3 victoires à 1 pour gagner la série. Et 3 fois, l'entraîneur qui a vendangé cet avantage, c'était Doc Rivers. Donc il y a forcément, beaucoup de questions qui se posent autour de son cas. A priori, il est tranquille pour avoir droit à une année de plus à la tête de l'équipe. Mais oui, il y a forcément des questions qui se posent. On commence à se demander si son aura est pas un peu surévaluée par rapport à ce qu'il a au final accompli réellement sur le terrain, en tout cas en termes de titres et de résultats. Est-ce que c'est pas est-ce que un titre pour la grande équipe de Boston qui a gagné en 2008, est-ce que c'est pas peu? Est-ce que les Clippers, les résultats de cette année, c'est très décevant. Donc forcément, son aura est assez entamée par ce résultat. Est-ce qu'il n'est pas un peu has-been, quoi, hein? C'est un peu, pour résumer, c'est un petit peu la question qui se pose aujourd'hui. En effet, Doc Rivers est un des plus anciens coachs de la Ligue. Ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'il est en position et actif. Alors qu'on sait qu'on a un rajeunissement quand même assez sensible ces dernières années des postes de coach, hormis quelques barons comme Greg Popovich, bien sûr, qui conserve, mais bon, dans un cas vraiment très particulier et qui a beaucoup gagné, là, pour le coup, et beaucoup prouvé. Donc c'est vrai que je pense que la question du maintien de Doc Rivers est vraiment la seule qui se pose vraiment, parce que après, vouloir modifier l'effectif en profondeur en essayant, pourquoi pas, de trader une des stars, ça me paraît extrêmement compliqué, vu la tronche des contrats. C'est une équipe qui s'est montée un peu de briques, de toutes pièces la saison dernière, en ajoutant des joueurs. Je pense qu'il y a eu manifestement peut-être quelques petites erreurs de commis sur certains postes, notamment peut-être y a-t-il trop de grandes gueules finalement. On peut aussi se poser cette question. On a à la fois deux stars qui sont plutôt effacées dans la vie, dans la personnalité, notamment Kawhi Leonard, bien sûr. Et on a, en revanche, des joueurs à côté qui sont certes parfaitement adaptés pour être complémentaires de ces deux stars, mais qui, en même temps, sont les joueurs qui l'ouvrent beaucoup et qui ne prouvent pas beaucoup, comme Marcus Morris ou comme Patrick Beverley, par exemple. Donc, il y a peut-être des questions à se poser à ce niveau-là, mais je crois que la question principale est celle du coach, oui. Après, moi, la seule chose qui me dérange là-dedans, c'est que il y avait un souci majeur, c'est quand même la défense. C'est-à-dire, dès le début de la saison, on voyait qu'ils avaient un
une puissance en défense potentielle qui était sans équivalent et en réalité elle ne s'est jamais exprimée. Donc il y a à la fois effectivement l'incapacité du coach à convaincre ses joueurs de jouer comme ça, et puis il y a aussi une énorme responsabilité des joueurs, puisque comme tous l'expliquent très bien en permanence dans le basket, c'est une histoire de volonté. Donc il y a un moment où ils n'avaient pas la volonté. Parce que quand ils appuyaient sur le bouton, c'est une des seules équipes qui aurait été capable de maintenir un adversaire sous les 100 points régulièrement. Quand on est jeune aujourd'hui, qu'on a à peine 20 ans, les Clippers, c'est une équipe performante, c'est une équipe qui est en play-off depuis pas mal de temps. C'est celle de Blake Griffin et Chris Paul avant. Pour les gens qui ont un petit peu plus de bouteilles, qui ont commencé à aimer la NBA au siècle dernier, comme on est tous le cas ici, les Clippers, ça a longtemps été l'incarnation de la loose absolue avec les Nets et les Kings, on va dire. Est-ce qu'il peut y avoir, et là je pose la question à qui veut, un manque de culture de la gagne, ou finalement ça ne veut pas dire grand-chose, parce que là on a un assemblage de gens, par exemple Kawhi Leonard, qui ont déjà gagné ailleurs? C'est toujours Max. Compliqué d'aborder des questions comme ça. C'est la fameuse malédiction. Oui, voilà, moi j'ai couvert le rugby pendant un moment, il y avait ça avec Clermont-Ferrand, en rugby, on a ça par exemple les Buffalo Bills en NFL, donc c'est vrai qu'il y a des franchises, c'est difficile d'expliquer pourquoi, mais ça ne fonctionne pas. Il y a des moments, dans les moments où même quand tout semble réuni pour que ça réussisse, ça ne fonctionne pas. Alors je sais pas si ça peut être lié, mais c'est assez effarant de voir que des fois on a l'impression que même des joueurs qui ont rien à voir avec l'histoire de la franchise semblent comme un peu écrasés par le poids de celle-là. Ça pouvait être la première fois de l'histoire de la franchise que les Clippers allaient, ne serait-ce qu'en finale de conférence. C'est l'équipe, tous sports confondus, qui connaît la plus longue période, donc là depuis sa création 50 ans, sans la moindre finale de conférence. Donc peut-être que ça joue un petit peu inconsciemment, mais c'est vrai que c'est toujours étonnant de voir dans différents sports la façon dont les équipes nouvelles semblent encore supporter le poids d'une histoire qui n'a rien à voir avec elle. Ce qui est encore plus accablant, pour compléter ce que vient de dire Maxime, c'est que là, ils ne jouaient même pas à domicile, quoi. Il n'y avait même pas la pression du public, la pression de l'environnement, etc. Là, encore une fois, rappelons que ces playoffs se disputent dans une bulle à huis clos à Orlando, et que tout le monde a égalité sur le plan de l'environnement, encore une fois. Et voilà, il n'y a pas la pression médiatique, la pression environnementale que vous pouvez subir quand vous êtes une équipe qui doit gagner parce qu'elle est bâtie pour ça, etc., et qui n'y arrive pas sur les matchs qu'ils ont perdus, là, les matchs 5, 6, 7. Donc il y a vraiment probablement quelque chose. C'est difficile de le matérialiser, de le rationaliser, c'est évidemment, mais bon, ça s'arrête un jour. Max a connu Cleveland, le succès de Cleveland qui a mis très très longtemps, je ne sais plus combien il y avait d'années, quasiment 50 ans, 50 ans sans plus que ça, sans réussir, je crois. C'était toute la ville même. Et c'était au-delà du basket, oui, c'est ça. C'est 52 ans. 52 ans, donc c'est bien la démonstration qu'un jour ou l'autre, ça va arriver. Mais en effet, c'est toujours un peu troublant et on verra l'année prochaine. Bien sûr, ils vont être encore attendus au tournant, quoi. Je pense qu'un truc, on parlait un petit peu des coupables, je pense qu'un truc à suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois et la saison prochaine, c'est comment les choses vont se passer autour de Paul George, parce que il y a eu donc maintenant, il sort qu'il y a eu un accrochage avec Montrezl Harrell au cours d'un match, que ça a été assez violent, que Harrell lui a dit une chose du genre de toute façon on peut rien te dire, t'as toujours raison. On l'a vu dans ses déclarations aussi d'après-match où il était un peu à contrario de quasiment tout le monde chez les Clippers. Il s'autonome playoff P, mais bon, on attend, ça fait un moment qu'on attend de voir Paul George prendre vraiment les commandes d'une série de playoffs. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Il a coûté extrêmement cher pour le prendre au Thunder. Il y a eu des choix des premiers tours de draft sur plusieurs années. Bref, entre le chèque qu'il a fallu faire pour l'avoir et les résultats, il y a une énorme différence, et aussi la façon dont il semble s'intégrer à l'équipe et à son discours. Il y a des différences, donc il y a beaucoup de choses à observer de près sur son cas dans les mois à venir. On
vient logiquement de tailler quelques costards imposés par le dress code côté Clippers. Après, pour faire le lien avec le deuxième sujet, c'est-à-dire la finale de la conférence Ouest entre Denver et les Lakers, est-ce que les Clippers n'ont pas eu la malchance de se retrouver, alors, c'est pas aussi simple que ça, mais de se retrouver face à des Nuggets qui ont l'air d'avoir un supplément d'âme, autorisé par des joueurs qui, en ce moment, sont à un niveau individuel exceptionnel et collectif qu'il est tout autant, Yann. Absolument. D'ailleurs, tu évoquais tout à l'heure un peu la défense sur Nikola Jokic. Ça a été critiqué, mais alors pour avoir vu les matchs, en réalité, je pense pas qu'il y avait grand-chose à faire. Non, honnêtement, c'est-à-dire qu'ils ont mis un peu Harrell, un peu Zubac. Il y a un moment où ils ont envoyé des prises à deux. Il y a un moment où ils ont fait des prises à deux systématiques. Ça marchait pas, en fait. Ça marche juste pas. Ou alors c'était fait de manière trop naïve. Ils ont essayé Noah. Et voilà, non, mais c'est Joachim Noah était dans les rangs des Clippers, rappelons-le. Ça me surprend toujours, ce genre d'impair, en tout cas. En play-off, il y a beaucoup de conservatisme, tu le sais, en même temps. Voilà. Mais bon, c'est vrai que là, il aurait fallu essayer de casser les bras, je sais pas, à l'ancienne, faire des trucs un peu différents. Oui, essayer quelque chose. En tout cas, ça n'a pas marché. Voilà. Père de Jokic est policier, je te rappelle. En même temps. Voilà. Donc non, face à Jokic, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est impressionnant quand vous le regardez jouer. En fait, il voit le jeu avec plusieurs secondes d'avance. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, des fois, qui n'ont pas entamé une coupe. Il a déjà expédié la balle au-dessus d'un pivot. Et son arrière arrive en coupant. Il reçoit la balle sous le panier tout seul. Il l'envoie derrière la tête sans regarder dès qu'il voit Murray partir vers le cercle. Honnêtement, c'était impressionnant. En dehors de juste son adresse, son dernier match était... C'est le Milos Teodosic des pivots, des big men. Max, les Lakers sont lancés, mais avec justement ce que vient de faire Denver avec ce niveau-là, j'imagine qu'on leur attribue quand même une petite chance quand même de passer en finale. Oui, après, ce serait, je crois qu'au niveau des bookmakers à Vegas, ce serait un des plus gros, si Denver passe, ce serait un des plus gros upsets depuis 20 ans en termes de cotes. Donc, c'est difficile de les écarter après ce qu'ils ont fait sur les 2 dernières séries. Tant que les Lakers n'auront pas 4 victoires, personne dira que c'est terminé. Mais normalement, c'est quand même les Lakers qui sont assez largement favoris de cette finale de conférence. Arnaud, tu les trouves comment les Lakers dans ces playoffs ? J'ai pas été bouleversé par ce que j'ai vu. Ils sont. On n'a pas vu beaucoup en même temps. On n'a pas vu beaucoup. Ils sont montés 4-1 et 4-1. Ils sont montés en régime. Puis face à 2 équipes, c'était des séries un peu bizarres parce que Portland, on sait dans quelles conditions ils sont arrivés jusqu'au play-off après avoir été chercher leur qualif avec les dents, jusqu'au bout, en tenant avec un Lillard exceptionnel. Enfin bref, c'était déjà un peu space. Et puis la deuxième série contre Houston, là, c'était une opposition de style totalement surréaliste, que les Lakers ont commencé vraiment à tâtons, à se demander si l'eau était vraiment brûlante ou pas. Ils ont posé une patte et puis ils se sont brûlés sur le premier match. Puis bon, après, ils ont déroulé vraiment. Donc, je ne sais pas quoi penser de ces Lakers. Là, ils ont attendu une semaine, enfin, ils attendent toujours pour démarrer la série contre les Denver Nuggets qui viennent de plier 2 séries en 7 en revenant de 3-1 à chaque fois, avec des espèces d'increvables là, ingérables en défense, en tout cas Jokic en effet. Waouh, je suis dans la tête des Lakers. Alors, heureusement qu'ils ont des gens d'expérience. Rappelons que les Lakers disposent de quasiment toute leur équipe à gagner un titre de champion NBA ou en jouer une finale. C'est du jamais vu probablement dans l'histoire de la Ligue d'avoir autant de joueurs qui ont joué dans des équipes différentes, là pour le coup, des finales et de gagné LeBron des bagues. à Danny Green, de Rajon Rondo. Ouais, tous sont vraiment Dwight Howard. Il y a qu'Anthony Davis pour le coup qui est vraiment rookie à ce niveau, etc. Mais bon, quel joueur, quoi. Donc, je ne sais pas dans quel état d'esprit vont aborder ça. Alors, encore une fois, leur expérience devrait leur permettre quand même de se dire, bon, les gars, si on ne va pas s'affoler, on va jouer cette série, on est favoris, on est les Los Angeles Lakers, on a une grande équipe, et on va y arriver, quoi. Et puis, voilà. La match-up à suivre, ça devrait logiquement, Yann, être Jokic face à Davis, dans le sens où l'un a été élu dans le meilleur 5 de l'NBA au pivot, l'autre dans le deuxième, c'est ce qui se fait de mieux. Mais est-ce que ce sera vraiment une match-up directe ? On dit que quand même Vogel pourrait être tenté de remettre un peu des Dwight Howard, des Maggie qu'on n'a pas vu face à Houston, et c'est logique, il n'y avait pas de pivot en face. Tu le sens comment ce duel ? Tu as devancé mon propos. Déjà, il y a le facteur Frank Vogel qui a prouvé cette saison qu'il était un vrai boss, un vrai patron. Il n'a pas été
Il n'a pas été bouffé par la présence de Jason Kidd à ses côtés. Il a obtenu le respect de ses joueurs. Il a fait des choses. Il a tenté un coup contre Houston qui a marché à la perfection. Et il a annoncé qu'il va remettre de la viande dans la raquette pour la série contre Denver. Moi, je pense que les Lakers sont largement les armes pour au moins limiter Jokic. À mon avis, Davis fera un travail beaucoup plus efficace que ce à quoi Jokic a dû faire face auparavant. Puis en plus, il pourra envoyer Javal McGee, Dwight Howard faire des fautes. Et pour ce qui est de l'autre menace principale de Denver, Jamal Murray qui a mis 40 points dans le dernier match encore, 2 matchs à 50 points au premier tour contre Utah. On a quand même Rajon Rondo qui est revenu, qui a changé le collectif des Lakers de manière sensible. Comme par hasard, Danny Green retrouve de l'adresse quand il revient. Du coup, LeBron James devient un créateur et non plus un meneur quasi exclusif, donc il retrouve de la liberté, et tout ça fait que, et Rajon Rondo est, quand il veut, un bon défenseur. Il reste à réactiver Kyle Kuzma, qui est pour l'instant un peu inexistant depuis le début des playoffs. Alors, va-t-on assister là au réveil de Kuzma, auquel cas, toutes les pièces là se mettraient vraiment en ordre de marche, et je pense que ce sera quand même compliqué pour les Nuggets, qui vont peut-être, à un moment donné, devoir souffler un peu, quoi. Je vois mal Jamal Murray enchaîner encore des matchs comme ça, à jouer 40 minutes systématiquement, voilà, encore sur une série longue, quoi. Oui, et puis face à Rondo, face à Danny Green, qui sont tous les deux potentiellement de bons défenseurs avec de l'envergure et tout, ça va être beaucoup plus difficile. Max, je voudrais que tu nous parles justement de ce Jamal Murray, donc ceux qui suivent la NBA connaissent, ont vu arriver, mais qui atteint quand même là un niveau, et notamment dans sa réponse à Donovan Mitchell au premier tour face à Utah, qui n'était pas si prévisible. Rappelons que c'est un joueur qui n'est pas encore All-Star, c'est un joueur qui est en train de devenir, j'imagine, une star de l'autre côté de l'Atlantique. Ah oui, bah là, c'est les playoffs où il signe un petit peu son entrée dans le grand monde des joueurs stars, et jouer jusqu'à une finale de conférence où les audiences montent graduellement tour après tour. Donc voilà, il va être présenté à un peu plus de fans de basket, pas forcément les fans hardcore, mais un peu plus de grand public. Donc ouais, il est en train de passer un cap, et ses performances avec des nombres de points qui marquent, plus de 50 points, 40 pour un match 7, deuxième plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 40 points sur un match 7 de play-off. C'est des choses qui marquent, et puis la façon dont il fait, quand on voit à chaque fois il y a des tirs complètement il est en déséquilibre, il recule, il saute sur le côté, et puis ça fait ficelle. Enfin, c'est assez incroyable visuellement. Donc ouais, il est en train de marquer vraiment l'opinion ici, et de franchir un cap en termes de notoriété, c'est sûr. Rappelons quand même ces 4 derniers matchs face à Utah, dont 3 victoires, les 3 dernières, 50, 42, 50 et 30 points. Wow. On savait que c'était un bon joueur, peut-être pas à ce niveau-là, j'allais dire, il est en train de se hisser au niveau d'un LeBron. Je fais exprès de parler de LeBron parce que finalement on en parle peu. C'est quel LeBron qu'on a cette année ? C'est celui de 2016 qui est complètement en mission, et qui à ce moment-là, on a l'impression que s'il le décide, c'est le meilleur joueur de la NBA. C'est un joueur qui a encore besoin de monter en pression. Yann, qu'est-ce que tu penses du LeBron de maintenant ? Le LeBron de maintenant, c'est pas le comme en 2016, c'est un LeBron en contrôle, mais qui est je pense qu'il est quasiment à un niveau supérieur de contrôle, de maîtrise. Et puis toute l'année, on l'a vu dans ce rôle-là, il finit meilleur passeur de la NBA, presque à 11 passes par match, 10,5, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il développe le jeu qu'il veut développer. Moi, je me souviens en 2012, quand il a eu son premier titre, où j'avais eu la chance d'assister à la finale, alors que ça faisait des années qui se faisait critiquer parce qu'il perdait des finales et parce qu'il était soi-disant pas assez décisif dans les derniers quarts-temps. Il avait eu cette phrase à la conférence de presse d'après la finale de 2012, à la fin, une fois le titre en poche, il avait dit « Je joue le basket comme j'ai envie de le jouer et moi je veux distribuer et mon jeu c'est ça en fait, c'est de faire un triple-double, de faire du jeu collectif et pas Kobe Bryant, Michael Jordan ». Il l'a assumé en fait. Et aujourd'hui, moi j'ai l'impression que c'est ce qu'il fait. On lui a donné les clés de l'équipe. Il a beau avoir l'âge qu'il a. On n'a pas l'impression qu'il s'approche de la fin. Il a toujours la tête au cercle quand il va dunker. Et il choisit. Il choisit quand il y va. Et il choisit quand il distribue. Je pense qu'il est en mission aussi quand même, malgré tout. Parce que il est à la tête d'une franchise
aussi la plus glamour qui soit avec les Lakers qu'il a pour mission de remettre dans la course, qu'il a réussi à remettre dans la boucle, hein. Après une première saison catastrophique, il y a une deuxième saison qui est quand même fortement réussie puisqu'ils sont en finale de conf. On verra s'ils les portent jusqu'en finale, et jusqu'au titre bien sûr, mais bon, elle est quand même réussie. Plutôt la greffe James Lakers qui n'était pas forcément gagnée, rappelons les conditions dans lesquelles il est arrivé il y a 2 ans. Bref, on a l'impression quand même qu'il est en mission. Il y a aussi la tragédie Kobe en début d'année qui pèse. Alors même si moi j'avais tendance à penser qu'avec le temps qui passait, peut-être que ça jouerait moins dans le supplément d'âme que réclame régulièrement une équipe de play-off qui veut aller au bout. Mais j'ai quand même le sentiment que c'est toujours très présent, même s'ils ne sont pas à Los Angeles, ils sont dans un environnement un petit peu plus stérile, on va dire, donc c'est un peu différent. Mais je crois qu'ils portent aussi cette équipe pour ça, et pour la mémoire de Kobe, et gagner le titre cette année aurait une signification phénoménale, quoi. Arnaud, tu la sens comment, la finale Lakers-Celtics, qui serait quand même le Graal absolu et qu'on a encore en possibilité? Lakers-Miami serait pas mal aussi, hein. Rappelons que LeBron a gagné avec Miami et a commencé à gagner avec Miami, donc ce serait aussi symboliquement assez fantastique. Mais oui, c'est une finale Lakers-Celtics, c'est évidemment la plus belle de toutes, inévitablement. J'ai eu la chance d'en couvrir une en 2008 avec un succès des Celtics. C'était le premier succès depuis 20 ans quasiment. C'était un très grand moment. Enfin, je pense que Maxime pourrait en parler aussi parce que lui, il mesure peut-être davantage encore aux États-Unis ce que représente un affrontement final entre ces deux équipes. Mais c'est évidemment le rêve total. Mais on n'y est pas. Moi, je pense que Denver a quand même ses chances malgré tout, et que surtout Miami va déjà commencer à fissurer un petit peu de la confiance des Celtics. Donc attendons, mais ce serait effectivement la plus belle des apothéoses. Max, on va finir avec toi. La NBA, les audiences, comment ça fonctionne? La NBA version bulle, ça marche aux États-Unis? Ça marche moins bien que les playoffs d'habitude. Mais quand on compare avec le sport en général, où il y a d'énormes baisses d'audience en général, ça marche plutôt bien, plutôt très bien. Il y a eu des matchs, notamment le match 7 Clippers-Denver, qui ont fait des audiences plutôt satisfaisantes, qui était le programme le plus regardé à ce moment-là, par exemple. Donc si on prend les chiffres bruts par rapport aux années précédentes, c'est moins bien. Mais si on le replace dans le contexte, c'est plutôt très satisfaisant. Par exemple, les 500 miles d'Indianapolis, qui sont un des moments de l'année normalement à la télévision, ils ont fait la plus mauvaise audience de leur histoire, parce que ces épreuves-là, à ce moment-là de l'année, c'est pas dans les habitudes. Il y a aussi pas mal de choses, les gens qui ont peut-être aussi autre chose à penser, d'autres problèmes à régler que de regarder la NBA. Donc c'est plutôt satisfaisant dans le contexte. Et puis en plus, je pense qu'on peut ajouter, il y a aussi un double succès pour la NBA. D'abord, économique, dans le sens où ils ont économisé. Alors vous connaissez le calcul qu'ils ont fait, hein. La bulle leur a coûté, on a estimé ça à 150 millions de dollars, mais les pertes, s'ils n'avaient pas fini la saison à cause des droits télé, étaient estimées à 1 milliard de dollars. Donc la NBA a réussi une bonne opération au passage. Enfin, je veux dire, en plus, le résultat, la vérité, c'est que sans les fans, évidemment, c'est pas la même chose, et c'est à la télévision, mais ça reste quand même, ça se regarde, et pour être tout à fait honnête, je trouve que le niveau est plus élevé que ce à quoi je m'attendais quand on est arrivé au stade là, des demi-finales et finales de conférence. Ça, c'est une chose, et en plus, la NBA a aussi réussi son pari, pas un cas positif dans la bulle, et ce qui veut dire que ça peut être un modèle qui peut être imité, qui peut être répété, répliqué dans des échelles inférieures, évidemment, parce que là où ils l'ont fait, c'est très cher, mais néanmoins, ça peut être un modèle pour les quelques années à venir, le temps qu'on mette le virus derrière nous. Nous, en tout cas, on va continuer à suivre ça. Merci beaucoup, messieurs. À la semaine prochaine. Et à bientôt. Au revoir à tous.